Aussi, je n'entrai plus dans le cabinet de repos maintenant fermé de mon oncle Adolphe, et après m'être attardé aux abords de l'arrière-cuisine, quand Françoise, apparaissant sur le parvis, me disait « Je vais laisser ma fille de cuisine servir le café et monter l'eau chaude, il faut que je me sauve chez Madame Octave », je me décidai à rentrer et montai directement lire chez moi. La fille de cuisine était une personne morale, une institution permanente, à qui des attributions invariables assuraient une sorte de continuité et d'identité à travers la succession des formes passagères en lesquelles elle s'incarnait. Car nous n'eûmes jamais la même 2 ans de suite, l'année où nous mangeâmes tant d'asperges. La fille de cuisine, habituellement chargée de les plumer, était une pauvre créature maladive, dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et on s'étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besognes, car elle commençait à porter difficilement devant elle la mystérieuse corbeille, chaque jour plus remplie, dont on devinait sous ses amples sarraux la forme magnifique. Ceci rappelait les houppelandes qui revêtent certaines des figures symboliques de Giotto, dont M. Swann m'avait donné des photographies. C'est lui-même qui nous l'avait fait remarquer, et quand il nous demandait des nouvelles de la fille de cuisine, il nous disait « Et comment va la charité de Giotto ?» D'ailleurs, elle-même, la pauvre fille, engraissée par sa grossesse jusqu'à la figure, jusqu'aux joues qui tombaient droites et carrées, ressemblait en effet assez à ces vierges, fortes et homasses, matrones plutôt, dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l'aréna. Et je me rends compte maintenant que ces vertus et ces vices de Padoue lui ressemblaient encore d'une autre manière. De même que l'image de cette fille était accrue par le symbole ajouté qu'elle portait devant son ventre, sans avoir l'air d'en comprendre le sens, sans que rien dans son visage en traduisît la beauté et l'esprit, comme un simple et pesant fardeau, de même, c'est sans paraître sans douter que la puissante messagère qui représentait à l'aréna au-dessous du nom Caritas et dont la reproduction était accrochée au mur de ma salle d'études à Combray, incarne cette vertu, c'est sans qu'aucune pensée de charité semble avoir jamais pu être exprimée par son visage énergique et vulgaire. Par une belle invention du peintre, elle foule aux pieds les trésors de la terre, mais absolument comme si elle piétinait des raisins pour en extraire le jus, ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs pour se hausser. Et elle tend à Dieu son cœur enflammé, disons mieux, elle le lui passe, comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu'un qui le lui demande à la fenêtre du rez-de-chaussée. L'envie, elle, aurait eu davantage une certaine expression d'envie. Mais dans cette fresque, là encore, le symbole tient tant de place et est représenté comme si réel, le serpent qui siffle aux lèvres de l'envie est si gros, il lui remplit si complètement sa bouche grande ouverte que les muscles de sa figure sont distendus pour pouvoir le contenir, comme ceux d'un enfant qui gonfle un ballon avec son souffle, et que l'attention de l'envie, la nôtre du même coup, tout entière concentrée sur l'action de ses lèvres, n'a guère de temps à donner à d'envieuses pensées. Malgré toute l'admiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je n'eus longtemps aucun plaisir à considérer dans notre salle d'études, on avait accroché les copies qu'il m'en avait rapportées, cette charité sans charité, cette envie qui avait l'air d'une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l'introduction de l'instrument de l'opérateur, une justice dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui à Combray caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlés d'avance dans les milices de réserve de l'injustice. Mais plus tard, j'ai compris que l'étrangeté saisissante, la beauté spéciale de ces fresques, tenait à la grande place que le symbole y occupait, et que le fait qu'il fût représenté non comme un symbole, puisque la pensée symbolisée n'est pas exprimée, mais comme réelle, comme effectivement subie ou matériellement maniée, donnait à la signification de l'œuvre quelque chose de plus littéral et de plus précis, à son enseignement quelque chose de plus concret et de plus frappant.
Chez la pauvre fille de cuisine, elle aussi, l'attention n'était-elle pas sans cesse ramenée à son ventre par le poids qui le tirait? Et de même encore, bien souvent, la pensée des agonisants est tournée vers le côté effectif, douloureux, obscur, viscéral, vers cet envers de la mort qui est précisément le côté qu'elle leur présente, qu'elle leur fait rudement sentir, et qui ressemble beaucoup plus à un fardeau qui les écrase, à une difficulté de respirer, à un besoin de boire, qu'à ce que nous appelons l'idée de la mort. Il fallait que ces vertus, ces vices de Padoue eussent en eux bien de la réalité, puisqu'ils m'apparaissaient comme aussi vivants que la servante enceinte et qu'elle-même ne me semblait pas beaucoup moins allégorique. Et peut-être cette non-participation, du moins apparente, de l'âme d'un être à la vertu qui agit par lui, a aussi, en dehors de sa valeur esthétique, une réalité sinon psychologique, au moins, comme on dit, physio-gnomonique. Quand plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer, au cours de ma vie, dans des couvents par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé. Ce visage où ne se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, aucune crainte de la heurter, et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté. Pendant que la fille de cuisine, faisant briller involontairement la supériorité de Françoise comme l'erreur par le contraste rend plus éclatant le triomphe de la vérité, servait du café qui, selon maman, n'était que de l'eau chaude et montait ensuite dans nos chambres de l'eau chaude qui était à peine tiède, je m'étais étendu sur mon lit, un livre à la main, dans ma chambre qui protégeait en tremblant sa fraîcheur transparente et fragile contre le soleil de l'après-midi, derrière ces volets presque clos, où un reflet de jour avait pourtant trouvé moyen de faire passer ses ailes jaunes et restait immobile entre le bois et le vitrage, dans un coin, comme un papillon posé. Il faisait à peine assez clair pour lire, et la sensation de la splendeur de la lumière ne m'était donnée que par les coups frappés dans la rue de la Cure par Camus, averti par Françoise que ma tante ne reposait pas et qu'on pouvait faire du bruit, contre des caisses poussiéreuses, mais qui, retentissant dans l'atmosphère sonore, spéciale au temps chaud, semblaient faire voler au loin des astres écarlates. Et aussi par les mouches qui exécutaient devant moi, dans leurs petits concerts, comme la musique de chambre de l'été. Elle ne l'évoque pas à la façon d'un air de musique humaine qui, entendu par hasard à la belle saison, vous la rappelle ensuite. Elle est unie à l'été par un lien plus nécessaire. Née les beaux jours, ne renaissant qu'avec eux, contenant un peu de leur essence, elle n'en réveille pas seulement l'image dans notre mémoire, elle en certifie le retour, la présence effective, ambiante, immédiatement accessible. Cette obscure fraîcheur de ma chambre était, au plein soleil de la rue, ce que l'ombre est au rayon, c'est-à-dire aussi lumineuse que lui, et offrait à mon imagination le spectacle total de l'été dont mes sens, si j'avais été en promenade, n'auraient pu jouir que par morceaux. Et ainsi, elle s'accordait bien à mon repos, qui, grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient l'émouvoir, supportait, pareil au repos d'une main immobile au milieu d'une eau courante, le choc et l'animation d'un torrent d'activité. Mais ma grand-mère, même si le temps trop chaud s'était gâté, si un orage ou seulement un grain était survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer à ma lecture, j'allais du moins la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guérite en sparterie et en toile, au fond de laquelle j'étais assis et me croyais caché aux yeux des personnes qui pourraient venir faire visite à mes parents. Et ma pensée n'était-elle pas aussi comme une autre crèche, au fond de laquelle je sentais que je restais enfoncé, même pour regarder ce qui se passait au dehors. Quand je voyais un objet extérieur, la conscience que je le voyais restait entre moi et lui,
le bordait d'un mince liseré spirituel qui m'empêchait de jamais toucher directement sa matière. Elle se volatilisait en quelque sorte avant que je prisse contact avec elle, comme un corps incandescent qu'on approche d'un objet mouillé ne touche pas son humidité parce qu'il se fait toujours précéder d'une zone d'évaporation. Dans l'espèce d'écran diapré d'états différents que, tandis que je lisais déployer simultanément ma conscience et qui allait des aspirations les plus profondément cachées en moi jusqu'à la vision tout extérieure de l'horizon que j'avais au bout du jardin, sous les yeux, ce qu'il y avait d'abord en moi de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, c'était ma croyance en la richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais, et mon désir de me les approprier, quel que fût ce livre. Car même si je l'avais acheté à Combray, en l'apercevant devant l'épicerie Borange, trop distante de la maison pour que Françoise puisse y fournir comme chez Camus, mais mieux achalandée comme papeterie et librairie, retenue par des ficelles dans la mosaïque des brochures et des livraisons qui revêtaient les devantaux de sa porte plus mystérieuse, plus semée de pensées qu'une porte de cathédrale, c'est que je l'avais reconnu pour m'avoir été cité comme un ouvrage remarquable par le professeur ou le camarade qui me paraissait à cette époque détenir le secret de la vérité et de la beauté à demi pressentie, à demi incompréhensible, dont la connaissance était le but vague mais permanent de ma pensée.